En tout cas, bonsoir et merci d'être là. Bonne et heureuse année à tous et à toutes. Je retrouve beaucoup d'amis. C'est une soirée qui va être placée sous le thème du dialogue des cultures, un thème que nous avons trouvé, mais je vous en parlerai plus longuement tout à l'heure avec Louis Elio, que je veux saluer dans la salle, qui est notre partenaire ce soir du Centre Wallonie Bruxelles Paris, et qui en fait sera le thème de toute l'année. Parce que moi j'ai titré « Relations entre les peuples ». Évidemment, on espère aussi qu'il y aura entre ces peuples-là la découverte de leur culture et un dialogue entre elles. Vous savez que les cultures, c'est ce qu'il y a de plus conflictuel, hein, mais nous, on voudrait bien dialoguer et les respecter. Alors évidemment, les relations entre les peuples, ce n'est pas que de l'amour et de la fraternité, comme vous le savez. C'est beaucoup de violence, c'est la guerre, c'est la haine, quelquefois, mais nous ne cacherons rien ici. Il n'y aura pas de sujet tabou. Nous montrerons tout. Les peuples qui se détestent, mais aussi les peuples qui s'aiment. Et on essaiera, avec les uns et les autres d'ailleurs, parce qu'il faudra bien les réconcilier, construire un monde beaucoup plus fraternel, un monde solidaire, c'est notre rêve. Je le dis toujours, mais je le redis ici pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est ma bataille de vie. Ça fait maintenant un peu plus de 50 ans que j'ai engagé cette bataille, mais déjà avant, hein. Quand j'étais petite, je rêvais de changer le monde, je ne sais pas pourquoi. Le monde m'a changé, il faut le reconnaître, j'ai pas réussi beaucoup à le changer moi, mais on continue et on passera le temps qui nous reste, n'est-ce pas Philippe, à essayer de le changer, parce qu'en ce moment, il y a besoin. C'est ce que j'ai dit aux jeunes lundi dernier. Lundi dernier, je suis allée faire une conférence à l'UPEC, à l'Université de Créteil. Vous étiez 300. Il a fallu que je me transcende un peu pour vous faire causer, mais enfin, on y est arrivé, je suis restée 2 heures, c'était sympathique, et ils vont venir, tous ces 300 jeunes, par petits morceaux, si j'ose dire, par petits groupes de 75 quand même à chaque fois, pour suivre le cercle cinéphile. On avait déjà fait ça l'année dernière, on a fait ça l'année d'avant. Je veux remercier Frédéric Montondon qui est par là. Elle est là, voilà, et les professeurs de l'UPEC qui vraiment qui agissent de façon extrêmement positive pour ouvrir leur classe et la faculté sur l'extérieur, sur le monde extérieur, et pour ouvrir les jeunes à autre chose que les réseaux sociaux. Vous m'excuserez, il n'y a pas que du bon dans les réseaux sociaux, il y en a peut-être, hein, je ne le nie pas, mais il n'y a pas que ça. Et puis pour les sortir un petit peu de Créteil et pour les sortir des salles UGC, que j'adore par ailleurs, mais pour venir au cercle cinéphile qui est quand même très original. Alors c'est de ça que je vais vous parler assez brièvement parce qu'on a une toute petite heure pour faire un petit bilan de l'année 2023 et pour faire le programme de l'année 2024. Parce que notre idée, n'est-ce pas Eric, mon partenaire, c'est de développer le cercle et de le pérenniser bien sûr. Et là, la salle n'est pas encore tout à fait pleine, elle le sera tout à l'heure, mais si jamais on se développe encore, on cherchera une autre salle. Hein. Mais je préfère dans ce sens-là, parce qu'on a pas mal de partenaires qui ont des belles salles, comme le Centre Wallonie-Bruxelles, mais c'est 90 places de cinéma. Alors c'est formidable, mais c'est plus assez pour nous. Voilà, il faut le dire. Et donc j'en suis très très contente parce que nous restons évidemment des militants de la première heure. Alors, et nous voulons rassembler. Et d'ailleurs, je vous invite, les uns et les autres, à faire chacun une adhésion. Mais j'y reviendrai en fin de discours. Alors, donc, je voudrais vous dire quelques mots sur l'année 2023 qui a quand même été très réussie, puisque, comme l'année d'avant, nous avons réuni plus de 1000 personnes, et même un peu plus, 1200 personnes, pour des séances très diverses qui se composent de conférences dans le contexte géopolitique mondial et suivies de projections de grands maîtres du cinéma du monde entier ou au contraire de jeunes talents qui émergent dans la cinématographie mondiale et que nous avons envie de faire connaître. Alors, nous ne connaissons pas tout, donc nous ne vous montrerons pas tout, et puis une séance par mois, de toute façon, ça réduit. Hein. Nous ne sommes pas la Cinémathèque. Je regardais le programme de la Cinémathèque, oula, c'est très lourd, c'est très beau, mais bon, chacun son job. Nous, c'est en plus. Hein. Donc, et vous aussi, je suppose, de venir déjà une fois par mois, je suppose que c'est déjà bien. Alors, qu'est-ce que nous avons démarré l'année dernière avec... alors ça, c'est moi, comme vous voyez.
Voilà, nous avons démarré l'année dernière avec une conférence sur la place de la monnaie dans les crises financières. Alors je peux vous dire que les jeunes étaient un peu scotchés dans leur fauteuil, ils ont collé au siège. C'était difficile, mais Jacques Delarosière et Philippe Herzog avaient fait un énorme effort de pédagogie. Pour vous, c'était pas vous, mais c'était vos jeunes camarades l'année dernière, et finalement qui ont compris que les crises financières, c'était important dans la vie économique et dans la vie sociale et dans la vie tout court. Donc au moins ils ont compris ça, c'est déjà pas mal. Et nous avons passé, pour bien montrer que ces crises financières, c'est récurrent, il n'y a pas eu la crise de 2008 et puis la crise qui vient devant nous d'ailleurs, mais il y en avait déjà eu des crises, et en 1929, la plus grande crise mondiale qui a touché le monde entier, aux États-Unis, qui avait été mise en scène par John Ford, un des plus grands cinéastes de toute l'histoire du cinéma, et qui avait fait un film là-dessus qui s'appelait Les raisins de la colère. Alors, je ne vais pas baratiner comme ça autour de chaque séance, sinon nous y serons encore dans 2 heures. Ensuite, nous sommes passés à un autre thème, évidemment, avec un très grand cinéaste aussi, un autre très grand, Rossellini, un cinéaste du néo-réalisme italien de l'après-guerre. En tout cas, il avait démarré avant la guerre, et puis il a fait des cinémas néo-réalistes après la guerre, et puis il a fait après des films, comme je vous l'ai dit l'autre jour à la fac, pour l'éducation, des films pour la télévision, avec un très grand souci pédagogique pour enseigner aux jeunes l'histoire, alors de Louis XIV par exemple, de Pascal, de Descartes, de Saint-Augustin, du début du capitalisme en Europe. Donc c'était un monsieur extraordinaire. Et il a fait des films tous aussi beaux les uns que les autres, très émouvants, dont évidemment Allemagne année zéro. Donc cette soirée-là était consacrée à Rossellini, tout simplement, qui nous a permis de revenir sur un épisode de l'après-guerre, sur ces jeunes qui déambulent dans Berlin, qui a été complètement bombardé et abîmé juste à la fin de la guerre, 40-45. Ensuite, nous avons eu une soirée inoubliable avec l'Iran, une soirée pour honorer toutes ces femmes iraniennes, on en a parlé aussi l'autre soir, qui, parce qu'elles ont mal mis leur voile ou parce qu'elles l'ont retiré tout simplement, se sont fait fouetter en Iran et voire assassiner, emprisonner et voire assassiner. En Iran, elles ont votre âge. Et donc, nous avons voulu les honorer en faisant venir des jeunes femmes qui ont été elles-mêmes emprisonnées. Et puis, après une manifestation qui s'était déroulée à Paris, Femmes, Vie, Liberté, et nous avons passé ce très beau film de Mohammad Rassoulov. J'ai fait la tentative l'autre jour, qui connaît personne, mais bon, ça y est, maintenant, vous allez aller voir le film, mais qui a fait un peu polémique d'ailleurs à l'université, parce que c'est un film qui dénonce la peine de mort. Il ne la montre pas, il n'y a pas de violence montrée, mais bien sûr, le sujet est très dur, et quelques parents d'étudiants, parce que ce ne sont pas des élèves du collège, ce sont quand même des étudiants majeurs, ont manifesté leur crainte devant le directeur en disant votre dame, là, elle montre des films un peu difficiles, un peu violents. Donc on ne s'est pas laissé faire avec Frédéric, on a discuté avec le directeur en disant mais c'est la vie, il faut montrer cette réalité parce qu'il faut la combattre. Et du coup, il a renouvelé le partenariat avec nous. Alors bravo Frédéric, et puis bravo au directeur de l'UPEC quand même. Alors ce film-là, bien sûr, on l'a montré, et c'était précédé, je l'ai dit, de poésie, de photos, de textes, d'écrivaines, mais aussi de chants, avec Ngame Berchi. Je ne sais pas si elle est là, Ngame, elle a adhéré depuis, elle est devenue une grande amie, qui a chanté l'Iran, et qui est revenue d'ailleurs chanter pour l'Arménie quelques mois après. Alors après, pareil que Rossellini, c'est pas celui-là, voilà, c'est Mizoguchi. Alors Mizoguchi, pareil, pas beaucoup de jeunes, et de moins jeunes d'ailleurs, et même des Japonais, qui connaissent, mais un très très grand, pareil, cinéaste. Alors on essaye de vous montrer les plus grands, nous, on fait dans le facile finalement, vous allez me dire. Mais quand même, c'est pas si facile, parce qu'en plus on avait choisi l'intendant Sancho. Alors moi j'avais un petit doute. Et j'étais dans mon fauteuil devant, je vous faisais dos, et il y avait beaucoup de jeunes étudiants,
qui avait déjà mal réagi pour Rassoulov, L'intendant Sancho. Très violent, c'est le XIe siècle, c'est le Japon, c'est un film en noir et blanc, sous-titré. Je me suis dit, oh là là, ça ne va pas le faire. Et il y a eu un crépitement d'applaudissements et les jeunes ont levé leurs doigts. Alors là, franchement, bravo, c'était la bonne surprise. Et ça a été finalement très important. Mizoguchi, on avait le directeur de la Maison de la Culture du Japon, Fabrice Arduini, et une jeune femme, le seul petit documentaire qui existe sur Mizoguchi en France, Virginie Appiou, qui était là et qui nous a fait découvrir le maître japonais. Ensuite, nous sommes revenus, alors une soirée là plutôt scientifique, n'est-ce pas? Je suis, par ailleurs, je ne fais pas que du cinéma, d'ailleurs je ne fais pas du cinéma, un petit peu ici, à la tribune, mais sinon pas beaucoup. Et sinon, je m'occupe évidemment des entretiens européens, l'avenir de l'énergie en Europe, et j'ai un focus sur l'avenir du nucléaire. Et le nucléaire, je voulais... combattre les idées reçues que le nucléaire tue. Le nucléaire a pu tuer, c'est évident, on ne va pas le nier, mais le nucléaire a sauvé des millions de vies parce que la radioactivité appliquée à l'électricité, appliquée aux arts, appliquée au spatial, appliquée à la santé, tout simplement, a pu sauver des millions de gens. Et donc, j'ai voulu montrer, j'ai fait une conférence, on a organisé une conférence avec des gens, des radiologues, avec des gens de l'AIEA, avec des gens d'EDF, de Areva, enfin, Orano maintenant. Ça a été une soirée extraordinaire. Les gens ont découvert la découverte du radium, ce qu'elle a pu apporter à l'humanité. Et il y avait, figurez-vous que Marie Curie est une franco-polonaise, et qu'on ne trouve pas de film français sur Marie Curie, et que le seul film vraiment intéressant sur elle, c'est Mervyn LeRoy, un Américain, et le titre n'était même pas sous-titré en français. On l'a sous-titré nous-mêmes pour pouvoir vous le présenter. Et ça a été, on a fait un tabac, enfin je vois des amis qui depuis ont adhéré, qui sont venus pour la première fois pour Marie Curie, pour Madame Curie, et qui ont bien aimé. Ensuite, bien sûr, nous avons eu, alors, je sais pas, je vous invite tous à aller voir et revoir ce merveilleux film de Bertrand Tavernier. C'est un Français. Vous voyez, j'ai critiqué le cinéma français tout à l'heure et puis lundi dernier, mais il y en a quand même quelques-uns de bons. Et Tavernier fait partie des grands. Et Tavernier nous a offert ce merveilleux film qui se déroule pendant l'occupation allemande à Paris. Et c'est l'histoire de plusieurs grands cinéastes, dont Maurice Tourneur, ou Jacques Tourneur, ou Maurice, le père, je crois. Enfin, et Jacques Gamblin joue le scénariste, ou remplace d'ailleurs le scénariste du film de Tourneur. Et c'est magnifique sur fond musical des pêcheurs de perles. Et c'est grandiose. Il dure très longtemps, ce film, 2h30. On avait une salle comme ça. Le générique est revenu à la fin du film et les gens, ils ne se levaient pas. On a passé plusieurs fois le générique. Ils n'avaient pas envie de se lever, ils écoutaient la musique, c'était Tino Rossi, c'est magnifique. Voilà. Donc, ça a fait l'objet, ce film, d'une assemblée générale, puisque je vous le dis tout de suite, mais on a décidé de créer une association avec Open World, et aujourd'hui c'est un événement d'une petite société que je dirige qui s'appelle les Entretiens européens et euro-africains, mais ça va devenir une association qui sera la vôtre, je l'espère bien, puisque nous allons faire beaucoup d'adhésions. Alors ensuite nous sommes arrivés au mois de septembre et j'étais passée au mois de juillet à Yerevan en Arménie au festival de cinéma, où j'ai découvert beaucoup de films intéressants. D'ailleurs, Cinéma Sabaya, c'est là que je l'ai vu, celui qu'on va vous montrer après. Et alors, l'Arménie est chère à notre cœur. Ça faisait plusieurs soirées que nous faisions sur l'Arménie depuis 3 ans. Et là, nous avons présenté un film formidable. Nous étions frères, le film dit tout. Ça se passe dans le Caucase. Tous ces gens des différents pays du Caucase ont combattu le nazisme quand il y avait l'Union soviétique. Et puis maintenant, ils se font la guerre, comme vous savez. L'Azerbaïdjan, l'Arménie, la Géorgie, la guerre. Enfin, ils sont tous en train de se faire la guerre. L'Ukraine et la Russie. Enfin, vous connaissez un petit peu peut-être cette géographie du Caucase. Et nous avons vu dans ce film des gens très nostalgiques de l'Union soviétique dans le sens où ils étaient unis et combattaient ensemble et qu'aujourd'hui, évidemment, ils sont très divisés et ils s'entretuent
Et c'est le drame permanent. Et c'est Jacob Melkonian qui était là. Et là, pour l'Arménie, nous avons dû rajouter des fauteuils. Il y en avait plein dans les allées, là, ici. Et nous avons eu, là aussi, un beau débat avec Jacob Melkonian lui-même et avec Ngame Bertfi, qui était revenue chanter, notre iranienne, pour les Arméniens. C'était très émouvant et nous avons fait une très très belle soirée et nous continuons d'ailleurs avec Jacob Melkonian et je ne résiste pas au plaisir de vous dire que je viens de perdre un fils il n'y a pas longtemps, mais il était chanteur, chanson, il y en a une qui fera l'objet il sera la musique du film de Jacob Melkonian le prochain, donc c'est une façon de garder mon fils vivant et puis de vous le faire un petit peu aimer et partager. Voilà. Ensuite, nous avons eu alors ça c'est encore Nous étions frères, le film arménien. Et puis après, nous avons fait quelque chose de très original, un peu culotté d'ailleurs, parce que nous avons fait toute une séance après-midi et soir. Alors, il fallait le faire avec Douglas Sirk. Douglas Sirk, pareil, quand j'ai posé la question, qui connaît, des surprises, pas grand monde qui connaissait Douglas Sirk. Mais nous avons réussi quand même à remplir la salle pour les 3 séances. Nous avions invité Bernard Eisenschitz, qui était là, bien sûr, le grand spécialiste de Douglas Sirk, qui a fait un magnifique livre, n'est-ce pas, Jacques, que je vous ai fait parvenir, sur Douglas Sirk. Et il avait animé toute la rétrospective à Locarno de 40 films de Douglas Sirk, puisque Douglas Sirk était un cinéaste, mais avant, c'était un grand metteur en scène allemand. Et puis, la guerre venant, l'antisémitisme, sa femme était juive, sa deuxième femme, il a dû partir aux États-Unis. Il est devenu cinéaste américain, reconnu par les États-Unis. Il a fait des films grandioses, extraordinaires. Et alors, Douglas Sirk, pourquoi on l'aime? C'est parce que Douglas Sirk, qui a vécu des souffrances terribles, puisqu'il a perdu un fils de 9 ans, a magnifié sa souffrance et il en a fait la force de sa vie et le contenu de son œuvre. Et donc, tous ceux qui ont des malheurs, petits et grands, il faut regarder Douglas Sirk. Et ça va vous redonner le moral et la pêche. Je vous le dis. Ça va vous faire pleurer au passage, parce que c'est quand même la dramaturgie, le mélodrame au cinéma. Mais c'est magnifique. Alors, on a passé un film de la période allemande, la 9e symphonie, un film de sa période américaine, l'avant-dernier film, Le temps d'aimer et le temps de mourir. Et puis, nous avions un grand documentaire d'ailleurs sur lui-même d'un jeune cinéaste suisse qui s'appelle Roman Huben et qui est venu de Lausanne nous présenter son documentaire. Donc, on était bien sûr très contents et nous avons d'ailleurs vendu les livres de Eisenschitz. Et figurez-vous, j'en avais commandé 20, c'est des gros livres à 35 € pièce, on a tout vendu. Donc, ça voulait dire que les gens étaient contents. Et nous avons terminé l'année avec un non moins magnifique film africain. L'Afrique, comme vous le savez, elle aussi, elle est chère à mon cœur, le monde entier, je vous rassure. Mais l'Afrique en particulier, j'ai des petits-enfants burkinabés d'ailleurs, et on a travaillé beaucoup sur l'Afrique de l'Ouest. Et j'ai voulu offrir une conférence sur les événements qui se déroulent en Afrique de l'Ouest, puisque comme vous le savez, il y a 6 pays qui viennent de connaître des coups d'État, et on a voulu comprendre pourquoi. Pourquoi des coups d'État militaires dans des pays qui essayaient de construire la démocratie, alors la démocratie à l'occidentale, qui n'était peut-être pas tout à fait adaptée à leur propre histoire et leur propre culture, mais sans les juger d'avance. Voilà. Et donc, on a fait une conférence indépendance et coopération, puisque ces gens-là ont fait le coup d'État au nom de leur souveraineté et de la volonté d'indépendance, mais en même temps, nous essayons de comprendre si on peut poursuivre ou pas la coopération avec eux, puisque la France, au passage, s'est fait mettre dehors de ces pays-là. Donc, alors qu'on les a colonisés, qu'on était en Afrique depuis 150, voire 200 ans. Donc, on a fait une très très belle conférence, qui va d'ailleurs donner un article dans La Jaune et la Rouge, le journal des polytechniciens, et nous avons passé ce magnifique Nom, qui a d'ailleurs été projeté à Cannes, qui est un film de Guinée-Bissau, Sananada, qui est lui-même bissau-guinéen et qui a été enfant soldat. Alors quand on sait ça, évidemment, on regarde le film autrement. C'est l'histoire de la libération de la Guinée qui était à l'époque colonisée par les Portugais. Ce qui n'a pas empêché la Guinée de continuer à coopérer avec le Portugal. Donc c'était un bel exemple de ce qu'on voudrait
avec le reste de l'Afrique de l'Ouest, bien sûr, pour les années à venir, mais on va attendre un petit peu que les événements, voilà, voir comment ça se passe. Donc, vous voyez une belle année, très diverse, très multiple. Il n'y a pas tous les pays, évidemment, on ne peut pas en 10 séances, mais nous avons eu 2 petits suppléments. Alors, La mort du travailleur, un magnifique film de Michael Glavoger, qui raconte l'histoire du travail dans 5 pays du monde, du travail dans les mines essentiellement. Je ne vous raconte pas toute l'histoire, mais là, vous avez les mineurs ukrainiens, et c'était avec beaucoup de solidarité, mais une vie de travail très dur. Ils étaient très fiers d'ailleurs d'aller dans les mines, mais on a vu aussi ceux qui cassent les bateaux complètement rouillés à Singapour. On a vu les sidérurgistes en Chine, les plus fiers, les plus heureux de travailler dans la sidérurgie. Mais moi, j'ai connu ça avec la sidérurgie française, je peux vous le dire. Les travailleurs de la sidérurgie française étaient très fiers du travail qu'ils faisaient. Et donc ça, c'était une soirée dans le cadre du festival L'Europe autour de l'Europe, avec qui nous sommes partenaires, Irena Bilic, et puis après nous sommes allés au Touquet pour une soirée sur le futur de l'Europe, et nous avons projeté de Oliveira un film parlé. Alors évidemment, le futur de l'Europe dans un film parlé, ça se termine mal puisque le bateau explose, un peu comme l'Europe est menacée d'explosion. Bon, on n'a pas fait peur quand même à nos amis du mouvement européen qui nous ont remerciés, mais c'était une très belle soirée. Il y avait 200 personnes et donc on était contents. Voilà, ça a été notre année 2023. Donc on voudrait faire aussi bien ou voire faire mieux, parce que c'est ça l'idée quand même, en 2024. Donc, eh ben merci. Alors, pour 2024, nous avons plusieurs challenges à réaliser. Le premier, c'est de faire mieux. Le deuxième, c'est de trouver notre budget. Parce que, évidemment, c'est difficile. Vous commencez à vous abonner, c'est très très bien, mais même si on faisait 200-300 abonnements, et j'espère qu'on les fera, parce que ce sera autant d'adhésions pour l'association à partir du mois de juin ou juillet de l'année prochaine, cette année d'ailleurs, et ça ne suffit pas. Il faut avoir un budget. Allez, je vais vous donner un chiffre à peu près, si on veut faire quelques quelques indemnités, on va dire. Payer les soirées qui coûtent entre 4 et 8 000 euros, ça dépend des soirs. Si on fait venir les gens d'Arménie, si on les fait venir de Serbie, je vais vous en parler bientôt. Et évidemment, c'est pas tout à fait le même prix, donc il faut compter entre 4 et 8 000 euros, plus quand même payer tous les amis avec qui on travaille, parce que il faut faire les affiches, il faut faire les YouTube, parce que tout est projeté par YouTube après, à 14 000 exemplaires quand même, sur notre site. Et puis, il faut bien sûr payer la régie, n'est-ce pas, là-haut. Et donc, bon, bref, il faut trouver un petit peu d'argent, et ça devient difficile dans les entreprises. Il y a quelques associations qui sont dans la salle, qui sont en train de vivre aussi ça, mais bon, c'est pas le genre à se décourager ici, on va se battre et on a quelques rendez-vous, on va trouver, et puis si on ne pas 100 000 euros, on baissera un peu la dépense, c'est pas grave, mais on maintiendra, et avec le niveau de qualité qu'on a. Alors, on engage notre 3e année, il faut quand même savoir, puisqu'on a créé ce cercle en 2022, à la suite d'un festival quand même, qui s'appelait Open World, et qui avait présenté en une semaine 7 films du monde entier. Donc, que vous dire de plus? Pour trouver les sous, j'ai trouvé une autre idée. Vous allez me dire ce que vous en pensez, parce qu'après, je vais vous demander de réagir à tout ça. C'est que chaque soirée pourrait être organisée en partenariat. C'est-à-dire que, non pas pour partager la dépense, mais au moins faire payer une ou deux choses des dépenses de la soirée. Les droits d'auteur, la salle, le pot, etc. Ce soir, nous avons la chance, mais je l'inviterai tout à l'heure à la tribune, d'avoir le partenariat avec le Centre Wallonie-Bruxelles-Paris, qui a pris à sa charge une dépense de la soirée, et qui, du coup, nous aide à faire rayonner le cercle par-delà nos propres réseaux. Qui sont déjà larges, puisque je regarde Eric avec son réseau clé qui rayonne beaucoup et qui a fait d'ailleurs venir beaucoup d'amis de son réseau ici. Donc, c'est un peu ça l'idée. Donc, je vais vous faire part de nos propositions pour l'année 2024 et puis, voir un peu comment... Ça, j'adore.
Là, c'était des petites étoiles qui partaient dans tous les sens. Bon, vous êtes au cinéma avec nous. L'affiche sera refaite avec quelques spectateurs, n'est-ce pas, qui regardent les yeux brillants l'écran. Suivez mon regard, ils sont là devant. Et puis, ça, c'est pour vous inviter c'est pour vous inviter à... Alors, ça, c'est pour après. Alors, c'est pour vous inviter à adhérer. Alors, ça, c'est pour après. J'inviterai bien sûr Louis, tu peux venir me rejoindre dès maintenant si tu veux. Donc, la première soirée, c'est ce soir, Cinéma Sabaya, qui est un petit film coup de cœur, c'est mon cadeau du Nouvel An. Hein, je l'ai vu à Yerevan, vous allez voir, c'est tendre, c'est beau, c'est émouvant. Alors, je ne peux pas vous en dire plus, c'est entre des femmes juives et arabes qui parlent de leurs rêves et qui font une vidéo là, sur cette base-là, un groupe de paroles entre les femmes. Et vous verrez que ce n'est pas la paix qu'elles demandent, ni l'arrêt de la guerre. Ce n'est pas ça leur sujet. Leur sujet, c'est elles veulent conduire, elles veulent chanter, elles ont des rêves comme toutes les femmes du monde entier. Et c'est très sympathique. Par contre, vous aurez droit quand même après au chant des mères, la prière des mères pour la paix. Elles étaient 1000 femmes juives, israéliennes, musulmanes et chrétiennes dans le désert du Sinaï à l'invitation des femmes israéliennes pour chanter la paix. Donc ça, c'était très beau. Alors après, je vous propose au mois de février un film que nous avons beaucoup aimé avec Philippe Herzog au Festival de Locarno qui s'appelle Les Gardiens de la Formule, qui en fait est un film serbe qui raconte un peu l'histoire de la solidarité entre les peuples, puisque des jeunes scientifiques yougoslaves ont été irradiés au moment de la recherche de la bombe atomique en Yougoslavie en 1958. Il n'y avait qu'eux qui avaient la formule, donc il fallait absolument les sauver. Donc, bon, il y a eu un accord malgré les tensions entre la Yougoslavie et la France, et ils sont venus chez le professeur Maté qui faisait des expérimentations sur les souris. Mais les souris, les donneuses et les receveuses, elles mouraient toutes. Et professeur Maté, il a dit, bon, de toute façon, 1, ce sont des Yougoslaves qui cherchent la bombe atomique. 2, ils sont en fin de vie. 3, j'ai une expérimentation. 4, les hommes, c'est pas des souris. On va quand même faire la greffe. Bingo, ça a marché. Il a sauvé. Et il a ouvert évidemment une époque fabuleuse pour sauver les vies humaines de tous les jeunes ou les gens qui étaient atteints de leucémie ou du cancer de la moelle osseuse. Alors tout le monde ne peut pas en profiter malheureusement, mais il a sauvé des millions de vies humaines. Et donc on aura, pour ouvrir cette séance, un radiologue, Bernard Leguen, qui a connu le professeur Maté, et qui a connu aussi Henri Mallet, qui était l'un des professeurs du CEA, qui a travaillé avec Maté, qui seront là pour nous parler de la coopération dans la recherche fondamentale pour la vie humaine. Et après, nous aurons ce film serbe, Les Gardiens de la Formule, avec la présence, s'il vous plaît, du réalisateur serbe qui viendra tout exprès pour nous. Ça, ce sera le mois de février. Au mois de mars, je vais aller plus vite sur les autres soirées. Elles sont en préparation. L'Afghanistan, c'est encore pire qu'en Iran. C'est depuis la prise du pouvoir par les talibans, les femmes n'ont même plus le droit de sortir de chez elles. Elles ne vont plus à l'école, et d'ailleurs heureusement, parce qu'ils les assomment avec leur théorie djihadiste, si j'ose dire. Donc il vaut mieux qu'elles n'y aillent pas et qu'elles apprennent par elles-mêmes. Voilà. Mais elles n'ont plus le droit de sortir, elles n'ont plus le droit d'avoir les salons de coiffure, enfin rien, quoi. Bon. Donc on aura des témoignages de jeunes femmes afghanes, mais pour éviter quand même, pour faire un peu plus léger dans la soirée, je vous propose un film très sympathique qui s'appelle Kaboulistan. Kabouliwood, Hollywood, on en a parlé lundi. Kabouliwood, c'est en fait une salle de cinéma à Kaboul qui a été fermée avec l'arrivée des talibans au pouvoir, et des jeunes se battent pour la réouverture. Bon, donc ça peut être que très sympathique, n'est-ce pas, même si c'est sur un fond extrêmement difficile de la réalité j'ai perdu mes petits papiers, comme ça m'arrive de temps en temps. Voilà. Alors, après la soirée afghane, nous aurons une soirée eurafricaine, et ça, ce sera sur le Rwanda. Vous savez que le Rwanda a connu un génocide il y a 30 ans. Ce sera
pile poil le jour anniversaire du début, si j'ose dire, anniversaire du début du génocide au Rwanda. Et nous aurons pour cette soirée, ça fait la 3e soirée qu'on fait sur le Rwanda, hein. Nous aurons pour cette soirée des gens qui dénoncent évidemment les crimes génocidaires au Rwanda que la France ne reconnaît toujours pas. Et elle ne reconnaît pas sa responsabilité, alors qu'à l'époque, le gouvernement français avait armé les Hutus qui ont assassiné 800 000 Tutsis en 3 mois de temps, hein, s'il vous plaît, quand même, au Rwanda. Et nous aurons Thomas Zebi qui vient de faire un documentaire qui est passé à LCP, pour ceux qui l'ont vu, et une grande BD là-dessus, qui est d'ailleurs préfacé par un jeune chanteur que vous connaissez, hein, Gaël Faye. Il chante le rap, hein, donc Petit Pays. Donc on va essayer de le faire venir, ce serait sympa pour vous les jeunes, et pour nous aussi d'ailleurs. Et puis nous aurons à la suite de ce documentaire un autre documentaire, Kumva, ce qui vient du silence, un documentaire d'une jeune réalisatrice qui commence à faire parler des gens dans les campagnes reculées du Rwanda. Et je peux vous dire que c'est difficile. Hein, on le sait, nous, pour la Shoah, les gens se sont exprimés 40, 50 ans après. Au Rwanda, ça s'exprime un peu plus parce que le gouvernement a aidé à mettre en place des tribunaux populaires avec vérité, justice, réconciliation. Mais évidemment, c'est très compliqué. En mai, nous aurons une soirée européenne. Nous serons à la veille des élections. Philippe Herzog est en train de terminer un essai qui s'appelle « Un nouveau récit pour l'Europe ». Et nous voudrons faire une soirée spéciale, le rôle de l'éducation pour construire l'Europe. Ce sera... Et autour de ce thème, on interrogera Alain Lamassoure pour voir comment on peut construire ce nouveau récit pour l'Europe avec les propositions que Philippe fait dans son livre, puisque, comme vous le savez, Philippe Herzog est un homme qui fait beaucoup d'analyses, mais qui fait beaucoup de propositions pour que ça aille mieux. Donc ça, ce sera au mois de mai. En juin, on aimerait, puisqu'on est en train d'essayer de nouer un partenariat avec la Poste, faire un film sur l'évolution des métiers de service avec le numérique et montrer depuis Jacques Tati, jour de fête, on passerait le film, où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec Philippe Val, qui est le président de la Poste. Voilà, et vous verrez, ça a beaucoup bougé, ça a beaucoup changé. Au mois de juillet, évidemment, Chariot de feu, peut-être vous le connaissez, ce film, c'est un film sur l'athlétisme. C'était 1924, les Jeux Olympiques à Paris, et les Anglais ont raflé toutes les médailles des grandes courses, le 100 mètres, le 200 mètres, le 400. Formidable film, Chariot de feu. Et comme on veut être associé aux Jeux Olympiques, avec le festival L'Europe autour de l'Europe, moi j'ai choisi ce film-là. C'était facile, c'est le plus grand, c'est le plus beau. Donc on l'a vite choisi avant qu'elle ne le choisisse. Voilà, donc vous verrez ça au mois de juillet. Au mois de septembre, Benoît Chantre, que vous connaissez peut-être, qui est le dirigeant de l'association Recherche Mimétique de René Girard, a sorti une somme sur René Girard, que Philippe s'est payé tout entière. Il me l'a mis sur mon bureau, mais je ne crois pas. Moi, je vais écouter le résumé qu'en fera Philippe Herzog ou Benoît Chantre lui-même. On l'invitera, bien sûr. Et c'est La violence et le sacré, René Girard. Donc, notre idée, c'est d'avoir un film, La violence et le sacré. On hésite, bien sûr, entre Dreyer, un autre grand du cinéma, ou alors Pasolini. Voilà, La Passion selon saint Matthieu. On verra, on va décider avec Benoît lui-même. Octobre, alors on est très sujet à l'avenir de la planète, hein, on est très sensible bien sûr, et on voudrait provoquer un peu le débat. Alors on ne va pas faire une soirée nucléaire, ce sera reporté. Je fais un gros colloque fin avril, hein, sur le nucléaire. Mais là, au mois de novembre, je voudrais vous projeter un film incroyable de Werner Herzog sur les volcans. Alors on se dit, tous les efforts qu'on fait pour éviter le réchauffement climatique, si les volcans, comme il nous le montre dans son film, se réveillent, tout ça ne sert à rien, n'est-ce pas? Mais c'est de la provocation de ma part. Mais le film est extraordinaire, formidable. Et c'est l'histoire des volcanologues de Strasbourg, en fait, qui sont morts dans les laves du Japon, un jour d'éruption volcanique, alors qu'ils étaient en train de filmer l'éruption volcanique. C'est extraordinaire. Et puis, on terminera au mois de novembre avec Kim Vidor, parce que les Américains, évidemment, toujours présents, impossible de faire autrement, plus grand cinéma du monde, s'il en est.
avec le Rebelle, parce que Pierre Bollon n'est pas là ce soir, mais il est vice-président de l'Association des entreprises de l'immobilier, et on fera une soirée sur les villes durables, qui est un sujet extrêmement à l'ordre du jour aussi. Et puis le mois de décembre, j'ai pas encore le titre, mais on va le réfléchir avec la Maison de la Culture du Japon. Japon, autre grand pays de cinéma. Et tous les ans, il sera à l'affiche. On voulait faire la Chine, on le fera en 2025. Tant pis, on peut pas tout faire. Donc voilà un peu le programme pour 2024. Donc si ça vous plaît tout ça, ben, vous applaudissez. Et si vous avez des questions, Louis, tu peux venir avec moi, te plaît? Louis? Voilà. Et si vous avez des questions sur le programme, sur les efforts que vous allez faire pour faire adhérer les gens, tout ça, vous avez le droit de les poser ou de réagir, tout simplement. Non. Bon, alors, Louis, donc je crois que tout le monde est d'accord. Donc, je vous présente Louis Elio. J'ai eu la chance de le connaître par téléphone d'abord. Pas facile au téléphone, hein, mais on a appris à se connaître. On s'est apprécié finalement. On va devenir amis d'ailleurs. Et Louis, il est directeur du programme du centre Wallonie-Bruxelles. On adore les Belges. On a travaillé beaucoup en Belgique, puisqu'on est très européens. Je suis responsable de la programmation cinéma. Cinéma, voilà, ça tombe bien. Et donc, je vais lui passer la parole tout de suite. Il va nous dire pourquoi il s'est associé à cette soirée et son programme, peut-être quelques mots sur son programme, parce que nous ne sommes pas des gens fermés, bien sûr, sur nous-mêmes. Et puis, comment on va, pourquoi pas, continuer à travailler ensemble. Louis, je te laisse la place. Ah, mais merci. Oui. Bonsoir, merci beaucoup Claude. Bravo pour le bilan 2023 et les perspectives 2024. Vous êtes bien chanceux. Mais c'est vrai qu'au centre Wallonie-Bruxelles, qui est le centre culturel belge francophone, qui est installé en face du centre Pompidou depuis 1979, 79, mais c'était la même année. Côté de la rue Saint-Martin, Piazza Beaubourg, c'est la galerie d'exposition d'art contemporain. Et nous avons la chance, parmi tous les centres culturels étrangers à Paris, d'être celui qui a le plus d'espaces distincts pour présenter les œuvres des artistes belges francophones. Et donc à l'arrière du bâtiment, rue Quincampoix, au rez-de-chaussée, il y a la librairie Wallonie-Bruxelles, qui est ouverte du mardi au samedi de 11h à 19h, où vous trouvez tous les livres des auteurs belges, quel que soit leur éditeur, et tous les livres des éditeurs belges, quels que soient les auteurs qu'ils éditent. Il va de soi que si vous allez fouiner un peu dans la librairie, il y aura à la fois de la bande dessinée, mais aussi beaucoup de poésie, de romans graphiques, de livres de philosophie, de livres d'histoire humaine et sociale, voilà, et de théâtre aussi, et de cinéma, ça tombe bien. Et au 46 rue Quincampoix, sous le porche, il y a une salle de théâtre de 160 places et une salle de cinéma de 99 places. Ne me réduisez pas trop. Mais c'est le maximum légal en France à ce niveau-là, sous le trottoir. Je disais francophone parce que, comme vous le savez certainement, vu que depuis le 1er janvier, c'est la Belgique qui préside l'Union européenne, pour 6 mois, donc, la Belgique est une monarchie constitutionnelle fédérale, c'est la seule au monde, on est très content. Mais depuis le début des années 90, la culture ne dépend plus de l'État mais des communautés. C'est-à-dire que vous vous êtes bien moqué de nous il y a quelques années quand pendant 1 an et demi nous n'avions pas de Premier ministre et que vous pensiez que la Belgique voguait comme un vaisseau fantôme, que nenni. Il nous manquait juste un Premier ministre fédéral, mais nous avions tous les autres gouvernements qui fonctionnaient parfaitement. Car la culture dépendant des communautés, nous avons effectivement donc la Belgique, avec son Premier ministre et son gouvernement fédéral, et les députés, et les sénateurs.
Mais au nord, c'est la Flandre. Donc, la Flandre, il y a la communauté flamande et la région flamande qui ont fusionné. Ils ont leur ministre-président, leur gouvernement et leur parlement. Au sud, c'est la Wallonie. Donc, il y a le ministre-président wallon, le gouvernement wallon et le parlement wallon. N'oubliez pas qu'à l'Est, car nous avons 3 langues nationales, à l'Est, c'est ce qu'on appelait les cantons de l'Est, et qui depuis 4 ans s'appellent l'Ostbelgie. Les cantons de l'Est, c'est en fait 8 villes qui étaient allemandes jusqu'en 1918 et qui, au traité de Versailles en 19, sont devenues belges. Donc à la frontière. Eupen, Malmedy, ça vous dit quelque chose? Eh ben c'est là. Ils sont belges, ils parlent allemand, souvent ils vont travailler en Allemagne, mais en 1989, Colmar est tombé, et au moment de la réunification allemande, le roi Baudouin leur avait effectivement demandé s'ils voulaient rester belges ou devenir allemands, et ils avaient voulu rester belges. Et donc, il y a l'Ostbelgie, et il y a la Fédération Wallonie-Bruxelles que nous représentons, c'est donc la Wallonie plus Bruxelles, donc les francophones qui ont leur ministre-président, leur gouvernement et leur parlement, sans oublier Bruxelles, capitale régionale, qui a donc son gouvernement, son parlement et son ministre-président, et sans oublier le parlement francophone bruxellois et le gouvernement néerlandophone bruxellois. Bref, il y en a 7. Donc il nous en manquait juste un pendant 1 an et demi, mais tout le reste fonctionnait parfaitement. Et donc c'est vrai qu'au Centre Wallonie-Bruxelles, ce sont les artistes belges francophones que nous présentons, ou en tout cas des artistes internationaux qui sont installés à Bruxelles, car Bruxelles est une ville largement cosmopolite, et notamment en matière artistique. Donc il y a beaucoup d'expositions d'art contemporain, beaucoup d'expositions d'art numérique, des propositions de spectacles de théâtre, de danse contemporaine, des brunchs littéraires, des rencontres avec des auteurs, des autrices, les soirées Belgian Theory en philosophie, et en cinéma, nous présentons la plupart du temps les films belges en avant-première de leur sortie, en présence des cinéastes et parfois des actrices et des acteurs. Lundi, nous étions avec Abel et Gordon pour leur nouveau film L'Étoile filante, que vous pourrez découvrir dans les salles françaises à partir du 31 janvier. Et la prochaine avant-première, ce sera Mambar Pierrette de Rosine Mbakam, qui est une cinéaste belgo-camerounaise. Son film avait été sélectionné à la 15aine des cinéastes et sortira lui aussi en France le 31 janvier. Il se trouve qu'en février, ce sera 2 avant-premières de cinéastes néerlandophones. Mais comment cela se fait? C'est la présidence belge de l'Union européenne, donc en partenariat avec la délégation générale du gouvernement de la Flandre en France, nous sommes heureux de présenter ces films. C'est Olly de Fintror, qui sera le 6 février, et le premier long métrage réalisé par la sublime actrice Verle Battens. Vous vous dites, qui est Verle Battens? Vous aviez sans doute vu Alabama Monroe. C'est l'actrice principale d'Alabama Monroe, notamment. Et donc, son film s'appelle Débâcle, qui sortira en France à la fin février, le 28 février. Il se trouve que nous sommes aussi un lieu ouvert sur les cultures du monde, et qu'en mars, les 7, 8 et 9, nous accueillerons une programmation qui s'appelle le Cinématique Affair, sur des récits arméniens réalisé à partir de 1990 jusqu'à aujourd'hui, un programme conçu par un artiste arménien et une critique arménienne. Et en avril, nous accueillerons la 3e édition du Festival des films kurdes, programmé donc pendant 5 jours, programmé par un collectif de cinéastes kurdes. En juin, ce sera notre festival des courts-métrages, belge francophone, le Courant d'Ilon. Ce sera la 32e édition du 4 au 8 juin, une compétition de courts-métrages belge francophone de l'année. Tous les cinéastes viennent présenter leurs films, vous pouvez les rencontrer, dialoguer avec eux. Et à la rentrée,
fin septembre, début octobre. Ce sera la quinzaine du cinéma francophone, où ce sera aussi le sommet de la francophonie qui cette année se tiendra en France. Et donc nous ferons un focus, non pas sur le cinéma français, mais sur le cinéma ultramarin, que ce soit les Antilles ou la Réunion, ou la Nouvelle-Calédonie, mais sans oublier tous les pays d'Afrique noire, d'Afrique centrale, d'Afrique du Nord, d'Asie du Sud-Est, du Québec, comme on le fait généralement. En novembre, c'est le mois du film documentaire, et donc nous présentons quatre documentaires en présence des cinéastes. Vous évoquez le Rwanda. Je vous recommande, quand il sera diffusé sur Arte, à l'occasion du 30e anniversaire du génocide, Une des 1000 collines de Bernard Belfroid, qui est un film absolument incroyable, mais qui là nous montre une réconciliation possible. Il se trouve que Bernard Belfroid avait filmé en 2005 un procès Gachacha. Les procès Gachacha étaient des procès populaires mis en place par le gouvernement rwandais dans chaque village. Il suffisait que si les génocidaires se dénonçaient eux-mêmes avant d'être arrêtés par la police et la justice, ils étaient exemptés de procès. Ceux qui étaient arrêtés, il y avait un procès populaire, et donc c'était qu'il y avait des juges, mais il n'y avait pas assez de juges pour chaque village, et comme il y avait des procès dans chaque village, et donc c'était les survivants qui servaient de juges et d'avocats. Et donc il avait filmé un procès Gachacha dans un village où 3 enfants avaient été massacrés de façon atroce. Et donc les génocidaires avaient été arrêtés, mais le génocidaire reconnaissait qu'il avait participé, effectivement, mais qu'il n'était pas tout seul et que finalement, peut-être qu'il n'avait pas... Enfin bref, il n'avait pas complètement avoué. Donc il y avait eu la justice, mais pas la vérité. Il se trouve qu'il est sorti de prison et qu'il est revenu au village. Et comment un ancien génocidaire peut vivre et s'insérer avec d'anciennes victimes ou de témoins des victimes. C'est toute la force du film. Et j'avoue que c'est assez incroyable parce que dans un autre village, il a réussi à filmer dans le même plan un génocidaire, mais qui vient avouer 6 ans après auprès d'un homme. Il vient avouer qu'il a tué le fils de cet homme. Et qui vient avouer parce qu'effectivement, le fantôme du fils le perturbe depuis 6 ans. On peut comprendre. Et il se trouve que ces 2 hommes sont devenus les meilleurs amis du monde. Et que le papa a effectivement pardonné et qu'on les voit se tenir la main mutuellement sur le perron de cette maison. Donc voilà, effectivement, sur le Rwanda, sans faire de politique et sans remuer le couteau dans la plaie des affaires étrangères françaises, c'est effectivement assez important. Mais là, ce soir, vous avez décidé de présenter un film israélo-belge, et donc avec nous une coproduction soutenue par le Centre du cinéma de la Fédération Wallonie-Bruxelles, coproduction menée par Néon Rouge Productions, Aurélien Bodino, qui est un producteur qui produit à la fois des films en Belgique et de cinéastes belges, mais qui ont un regard sur le monde entier, notamment en Afrique centrale, au Rwanda, pas seulement. Et il se trouve qu'il aurait bien voulu être là, mais que depuis quelques mois, il vit et il dirige sa société bruxelloise depuis le Brésil, où il est au nord-est, effectivement, pour un film, mais pas seulement. Je pense qu'il va effectivement, sans doute, y vivre assez longtemps. Mais donc, il avait prévu de revenir à Paris, mais pas cette semaine-ci. Et donc, il m'a gentiment envoyé un petit mot, où il vous remercie d'avoir présenté le film. Nous avions coproduit ce film au Cinéma Sabaya
tant nous étions séduits par la puissance d'un récit où le dialogue fonde l'échange, où les protagonistes d'un réel qui n'est pas fantasmé dépassent les différences pour mieux se découvrir, se rencontrer et se rapprocher. Un film politique sans revendication, un film lumineux. Mais à l'heure où la démocratie meurtrière, terrorisme abject, résistances assassines et interventions militaires fanatiques nous assènent leur vérité contradictoire par le truchement de propagandes indécentes, il nous reste à espérer que l'intelligence du propos de la cinéaste Orit Fuchs-Rotem puisse trouver encore le chemin d'espoir partageable. Ce film s'est frayé difficilement un chemin dans les financements internationaux, difficile sans doute déjà de défendre une proposition de partage. Et nous remercions le Centre du cinéma et de l'audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles de son soutien courageux, ainsi que notre partenaire taxshelter.be d'avoir permis cette coproduction dans ce contexte particulier du Covid et post-Covid. L'ambition d'un vivre ensemble connaît un revers si atrocement sérieux. Nous regrettons que la réalité ne laisse plus place à la bienveillance et à la subtilité d'un monde meilleur tel qu'envisagé dans le cinéma d'Orit. Cette ode, simple, à l'émancipation et à la liberté, doit désormais affronter des antagonismes que d'aucuns considèrent en ce moment insurmontables. Puisse la vigueur du cinéma ébranler les certitudes, nous inviter véritablement à des échanges interculturels, empreints d'humanisme et de respect de l'autre. Merci encore, Aurélien Bodino. Et juste avant que je quitte mon bureau pour vous rejoindre, j'ai reçu ce petit mot de la réalisatrice Orit Fuchs-Rotem. Je suis très honoré que vous soyez venu pour regarder Cinéma Savaya, mon premier long métrage. Particulièrement en ces jours sombres en Israël et à Gaza, je pense que le film présente un scénario optimiste de compression et de compréhension entre les êtres humains, en mettant particulièrement en avant le pouvoir des femmes qui se rassemblent et qui voient davantage les similitudes qu'elles ont les unes avec les autres que les différences. J'espère que ce film touchera votre cœur et laissera une sensation d'espoir et d'amour. Bonne projection. Alors, un petit mot quand même pour tous nos jeunes gens qui, je vois le téléphone, je vais vous les demander de les rentrer. Non, de les mettre dans votre sac. J'insiste beaucoup parce que souvent je le dis très gentiment, hein, mais je ne suis pas entendue. Donc là, je le dis 2 fois. Merci de mettre vos téléphones dans vos sacs. C'est silencieux ou éteint, bien sûr. Et puis, bien sûr, on ne filme pas le film. Hein. Allez, à tout à l'heure. Tu peux lancer. עכשיו נעבור לתרגילים שלכם, אוקיי? אני מפעילה עכשיו את התרגיל, לא מגלה של מי זה, ואתם צריכות לנחש מי. זה בעלך? לא, לא, לא בא לי, לא. אני... בעלך? לא, זאת אני. לא אשר בא. ברוכות הבאות, אהלן וסהלן. פרויקט צילום וידאו לנשים הוא פרויקט חדש. תספרי לנו קצת על עצמך. יש לי 6 ילדים. יש 3 משפחות רוסיות ממוצעות. בשיעור הבא אני רוצה שכל אחת תצלם את המקום שלה. דוד, הקורס סרטים הזכיר לי שכבר שנים שלא הלכנו לסרט. אחרי 25 שנה צריך לחדש חוזה. בואו נעבור לתרגיל הבא. אני למדתי טוב טוב שאף אחד לא יכול להציל אותך חוץ ממך. את חזקה, אולי היא לא. אני מצטערת אם לקחתי אתכם למקומות שלא רציתם להגיע אליהם. טוב, את גם השחקנית וגם הבמאית. الشغل اللي فيه
ואני רוצה להכיר אנשים חדשים בעולם חדש. ואקשן חזרה. 2, 3. מה זה סבאיה? صبايا وبحرات انه صبايا كمون. Oui, oui. Donc j'espère que ce film vous a ému, vous a plu. Voilà, je pense qu'on voit les femmes dans toute leur humanité, leur vie, leurs rêves, hein. Et puis l'apprentissage de l'autre, surtout dans ce film qui est très, très, très tendre, très, très émouvant, je trouve. Donc on va aller prendre le verre de l'amitié. Je ne sais pas si vous aviez des questions sur le film. C'est difficile d'y répondre n'étant pas la réalisatrice. Je l'avais vu bien sûr à Yerevan, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. J'ai eu un vrai coup de cœur pour ce film et en le revoyant, je suis toujours très émue, bien sûr. Toutes, elles ont quelque chose à nous dire. Et si vous n'avez pas de questions, on va aller boire le verre de l'amitié. Oui, tu as une question? Ah ben alors voilà, très bien. Du coup, moi, je voulais savoir si tout était spontané ou s'il y avait un scénario en particulier. Alors, je pense que c'est devenu, alors je ne sais pas, Louis, tu me contrediras peut-être, mais c'est venu de la volonté, enfin, le film est né au fur et à mesure du groupe de parole, en fait. L'idée du film est née au fur et à mesure du groupe de parole. Et elles ont accepté, bien sûr, puisqu'on les voit après, on les voit à un moment donné chez elles, une fois qu'elles étaient émues et révoltées, même d'apprendre qu'un film pour le public était en préparation. Donc c'était pas, il n'y avait pas de, comment dire, de tromperie là-dedans, mais avec le matériau qu'elle a pu récupérer à partir de ce groupe de parole, elle a eu l'idée de faire ce film. Et il s'est construit dans un deuxième temps avec toutes ces femmes. Oui, je pense que c'est comme ça que ça s'est passé. Hein, Louis, je ne sais pas ce que tu en penses, mais le peu que j'avais entendu de la réalisatrice à Yerevan, et du coup, ça a fait un film formidable, quoi. Enfin, et ce qui est très beau, c'est que ces rêves-là de femmes qui sont simples, mais sans nier la vie difficile qu'elles ont derrière, dans un contexte de guerre, d'interdit, de manque de liberté, leur ont permis de s'exprimer, et de s'exprimer soit des formidables d'émotions. Enfin, tout sort, quoi. Tout sort, elle le regrette et après, elle l'assume. C'est ça qui est formidable, c'est qu'elles l'assument toutes après. Elles assument ce qu'elles sont. D'accord. Et leur manque. Parce que, hein. Non? Alors... Nous allons écouter maintenant la prière des mères. Ah, il y en a une ou deux questions? Il y avait d'autres questions? Non, disent-elles. Mais on peut faire des jeux de rôle, là, vous avez vu, c'est intéressant. Hein, tout finit par sortir, hein, finalement. Hein. C'est bien, d'ailleurs. Donc, on va écouter ça ensemble. Donc, François, est-ce qu'on peut lancer le YouTube, s'il vous plaît? Quand c'est fini, il y en a encore. Alors, c'est juste pour vous informer que le 7 février, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, nous aurons dans cette salle, bien sûr, le film Les Gardiens de la Formule, le film serbe de Dragan Bjelodjić, qui nous raconte cette histoire de solidarité, de coopération entre la France et la Serbie, entre le docteur Maté qui a transfusé les jeunes scientifiques yougoslaves irradiés et qui les a sauvés et qui a inauguré la grève des moelle osseuses. C'était en 1958, un très beau film, enfin en tout cas très utile, un film essentiel pour comprendre aussi l'histoire de la lutte contre le cancer. Donc je vous dis à tout de suite pour le pot de l'amitié et à très bientôt pour la prochaine séance qui sera la 19e du cercle. Merci.